Salut à tous, vous savez de quoi nous aimons parler sur cette chaîne, des découvertes archéologiques incroyables. La joie de s'intéresser à l'archéologie est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à discuter et toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Nous avons appris récemment quelques découvertes archéologiques fantastiques et nous sommes excités de les partager avec vous. C'est parti. Complexe de Qutba-Minar. Premièrement, à l'ordre du jour, nous avons le complexe de Qutba-Minar à Mehrauli en Inde. Il y a d'innombrables monuments anciens importants à l'intérieur du complexe, y compris le célèbre pilier de fer de Delhi qui ne rouille jamais. Le monument le plus célèbre sur le site est la Tour de la Victoire, nommée en l'honneur de l'icône religieuse, le saint soufi Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, qui est un mystique et un érudit du XIIe siècle. La tour a pris presque 200 ans à construire, avec les travaux achevés en 1368. Pendant plusieurs siècles, il était traditionnel pour les dirigeants qui contrôlèrent la région d'ajouter des monuments propres au complexe. Même les Britanniques ont ajouté quelques bâtiments pendant le temps du Raj britannique. À part le pilier de fer et la tour de la Victoire, d'autres structures notables au complexe de Qutba-Minar incluent la porte d'Alai Darwaza, l'Alai Minar et la mosquée Qubatul Islam, qui a été assemblée à partir des restes brisés de pas moins de 27 anciens temples hindous et jaïns. L'ensemble du complexe appartient maintenant au Trust national indien pour l'art et le patrimoine culturel, qui restaure et entretient autant de monuments que possible et organise également le festival annuel de Qutub, de musique et d'art. Ville de Suse. Continuons en parlant d'une ville ancienne entière. Nous nous embarquons dans un voyage de 6000 ans à travers le temps jusqu'à la ville ancienne de Suse, située dans l'Iran actuel. Cette ville, composée de 3 tels, l'Acropole, la ville royale et l'Apadana, a vu l'ascension et la chute d'empire. Depuis ses origines en tant que village autour de 4200 avant Jésus-Christ, jusqu'à son apogée en tant que capitale du royaume élamite et de l'empire perse achéménide. La fortune de Suse a augmenté et diminué avec des victoires militaires et des sacs dévastateurs tels que ceux de Nabuchodonosor le Ier et d'Assurbanipal. La grandeur de la ville est évidente dans les palais de Darius le Ier et d'Artaxerxès II, bien que les signes d'une population dense soient rares. L'étoile de Suse s'est estompée après la conquête d'Alexandre le Grand et elle est passée entre les mains de Séleucos le Ier. La ville a connu des périodes de prospérité sous les Parthes et les Sassanides, marquées par la croissance des zones résidentielles et l'émergence d'une communauté chrétienne. La conquête arabe au 7e siècle a apporté l'islam à Suse, menant à une autre période de prospérité avant son déclin éventuel. Ainsi, en explorant les ruines de Suse, nous ne découvrons pas seulement des pierres et des artefacts, mais le flux et le reflux de la civilisation humaine elle-même. Colline de Dorstone. Dans une découverte qui bouleverse notre compréhension de la propagation de la culture néolithique, des archéologues ont mis au jour un complexe de monuments néolithiques précoces à la colline de Dorstone, dans le Herefordshire, en Angleterre. Ces structures datant d'au moins 5800 ans font de la colline de Dorstone le site culturellement néolithique le plus ancien des Midlands de l'Ouest en Angleterre. Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les pratiques néolithiques se sont répandues de manière uniforme du sud-est au nord-ouest à travers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, elle suggère que la propagation était quelque peu irrégulière, avec des poches de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs parfois coexistants pendant des centaines d'années. L'utilisation de méthodes statistiques avancées dans la datation au radiocarbone a révélé que presque toutes les phases d'occupation à la colline de Dorstone étaient plus anciennes que prévu, avec l'occupation la plus ancienne remontant probablement à plus de 3800 avant Jésus-Christ. Cette découverte pourrait avoir des implications dramatiques pour notre compréhension des premiers agriculteurs de la Grande-Bretagne, suggérant que leur propagation à travers l'île était inégale et désordonnée, marquée par des zones de changement précieux, des retards temporels et des relations diverses avec les chasseurs-cueilleurs indigènes. Autant nous pensons à nos ancêtres les plus lointains comme à des gens très simples, il semble qu'eux et leur peuple menaient des vies tout aussi compliquées que les nôtres, à leur manière. Pièces romaines. Une découverte faite par un détecteur de métaux humains est une chose, une découverte faite par un blaireau en est une autre. Cette histoire semble trop absurde pour être vraie et pourtant, elle s'est produite. En janvier 2022, un blaireau affamé a été directement responsable de la mise au jour de la plus grande collection de pièces romaines jamais trouvée dans le nord de l'Espagne. En cherchant des baies et des vers à manger dans une grotte en Asturie, le blaireau a ouvert une fissure dans le sol près de son terrier et les pièces ont commencé à en sortir. Sans surprise, le blaireau n'avait aucun besoin des pièces,
Il les a laissées là où elles étaient tombées sur le sol et elles ont été découvertes peu après par 2 archéologues lors d'une visite de routine dans la région. Les pièces ont toutes été frappées entre le 3e et le 5e siècle, tandis que les dénominations sont romaines. Les pièces ont été frappées dans des lieux aussi lointains que la Grèce et la Turquie. Elles ne sont pas arrivées dans le sol par accident, il est donc probable que quelqu'un les a enterrées il y a plus de 1600 ans comme moyen de les garder en sécurité. Peu importe qui la personne était, elle n'est jamais revenue pour ses économies de toute une vie, mais le blaireau, si. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Casque de Mescalamdoug. Ensuite, nous avons une pièce unique de coiffure. C'est le casque de guerre de Mescalamdoug, le roi craint et suprêmement puissant de Kish et le souverain de la première dynastie d'Ur, il y a 4600 ans. Cependant, il y a un hic. Nous ne savons pas s'il appartient au jeune Mescalamdoug ou au vieux Mescalamdoug. L'un était le petit-fils de l'autre et tous deux ont régné sur Akkad et Sumer. La tombe de l'un des 2 souverains a été découverte en 1924 par Leonard Woolley, un archéologue britannique de renom. Le casque, ainsi que de nombreux autres biens funéraires de qualité, a été trouvé à l'intérieur de la tombe. Woolley a estimé que l'occupant de la tombe avait environ 30 ans au moment de sa mort, ce qui pourrait indiquer que le jeune Mescalamdoug était le propriétaire du casque. Mais avoir 30 ans ne signifiait pas que vous ne pouviez pas être grand-père dans l'Antiquité. Le casque d'or est d'un design qui n'a été trouvé que dans les tombes de 2 autres personnes, Eannatum et Sargon le Grand. Comme tous les 2 étaient rois de Kish, il semble probable que cela était l'équivalent d'une couronne. Vase de Portland. Le verre camé, une forme de luxe de l'art du verre, est un témoignage exquis de l'ingéniosité et de la créativité des artisans anciens. Cette technique, qui implique la gravure ou l'etching et la sculpture à travers des couches fusionnées de verre de couleurs différentes pour produire des dessins, a été vue pour la première fois dans l'art romain antique autour de 30 avant Jésus-Christ. L'exemple le plus célèbre de verre camé romain est le vase de Portland, conservé au musée britannique. Le verre camé a été produit en 2 périodes, la période précoce d'environ 30 avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, puis de la fin du IIIe siècle à la période de Constantin le Grand et de ses fils. Après cela, la technique a été perdue jusqu'au XVIIIe siècle en Europe et n'a pas été perfectionnée à nouveau jusqu'au XIXe siècle. La période Art Nouveau a vu les œuvres les plus remarquables depuis la Renaissance, avec des créateurs tels qu'Émile Gallé et Dôme de Nancy abandonnant les sujets et les schémas de couleurs inspirés des Romains pour des designs de plantes et de fleurs. Aujourd'hui, le verre camé continue d'être produit, nous rappelant l'attrait intemporel de cette forme d'art complexe. Si nous avons perdu cette connaissance pendant des siècles, qu'avons-nous d'autre oublié qui reste encore à se rappeler? Pendentif de Malia. Le pendentif de Malia, également connu sous le nom des abeilles de Malia, est un superbe pendentif en or datant de la civilisation minoenne, fabriqué quelque part entre 1800 et 1650 avant Jésus-Christ. Cette pièce exquise de bijouterie a été découverte dans une tombe à Chrysolakos, à Malia, en Crète, en 1930. Le pendentif représente 2 insectes identiques, possiblement des guêpes ou des abeilles, joints tête à tête dans un arrangement symétrique. Les ailes des insectes se déploient vers l'arrière et, des bords inférieurs des ailes et d'un point proche de l'extrémité de l'abdomen, pendent 3 disques. Les insectes semblent saisir un disque circulaire placé au centre et il y a une seconde petite globule lisse placée au-dessus de celle-ci, comme s'ils étaient en train de la manger. Le pendentif est actuellement exposé au musée archéologique d'Héraklion sur l'île de Crète en Grèce et est considéré comme l'une des pièces de bijouterie minoenne les plus célèbres. Cet artefact sert de témoignage au savoir-faire complexe et à la prouesse artistique de la civilisation minoenne. Il y a beaucoup que nous ne savons pas à leur sujet, mais au moins nous pouvons dire avec confiance qu'ils étaient maîtres en matière d'art. Thème mystérieux. En Bulgarie, entouré de légendes et de mystères, se trouve le récemment découvert portail de Nébulon. C'est un immense arc naturel avec des plantes qui poussent dessus et un chemin de pierre très ancien qui passe juste au milieu. On dit que des gens d'il y a très longtemps ont construit ce chemin, mais aujourd'hui, personne ne sait qui ils étaient. Les habitants d'un petit village appelé Zmeïkovo parlent d'une vieille prophétie qui prédisait que le portail serait découvert lorsque nous serions sur le point de faire face à un grand changement. Selon eux, si vous passez par le portail tôt le matin, tandis que la rosée est encore sur les plantes et que le brouillard se promène entre les arbres, vous pourriez avoir des visions d'autres époques ou de mondes différents.
Des scientifiques de divers endroits sont venus à Zmejkovo pour tenter de percer les mystères du portail. Certains croient qu'il y a des choses spéciales là-bas, comme la manière unique dont le son fait écho. Cela pourrait peut-être nous aider à en apprendre davantage sur d'autres univers ou sur des aspects de la science que nous ne comprenons pas encore. À cet endroit, la magie et la science se mêlent. L'histoire semble vivante ici, et nous avons l'impression que le temps fonctionne différemment. Le portail de Nébulon n'est pas seulement une merveille naturelle à admirer, c'est une énigme qui nous fait réfléchir sur le passé, le présent et l'avenir. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Coupe à boire hittite. Dans un fascinant mélange d'art et de fonctionnalité, une coupe à boire en argent en forme de poing, réalisée par les Hittites en Turquie centrale, est actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts à Boston, aux États-Unis. Cet artefact unique, datant d'environ 1400 à 1380 avant Jésus-Christ, probablement durant le règne de Tudhalias III, est un témoignage de la sophistication de l'artisanat hittite. Le design de la coupe, qui évoque un hiéroglyphe hittite signifiant la force, est cru avoir été utilisé dans des rituels liés au dieu de la météo, Tarhuna. Une frise autour du bord représente Tarhuna tenant un taureau et le grand roi Tudhalias conduisant prêtres et musiciens d'une ville par-dessus une montagne personnifiée en figure humaine couverte de feuilles. Le design de la coupe n'est pas seulement esthétiquement agréable, mais porte également une signification symbolique, possiblement présentée au dieu pour accorder la force au donateur royal. Cet artefact soulève des questions intrigantes sur le concept d'art dans les cultures anciennes et la création intentionnelle d'objets qui mélangent l'utilisation pratique avec l'expression artistique. Ainsi, alors que nous admirons cette coupe ancienne en forme de poing, nous sommes rappelés du désir humain intemporel d'infuser beauté et signification dans les objets du quotidien. Armure de Dandra. L'armure de Dandra est un artefact au nom inhabituel. Cette armure est tout à fait différente de la plupart des armures anciennes. C'est un exemple parfait d'un type d'armure corporelle complète qui était spécifique à l'ère mycénienne de plus de 3000 ans. Elle porte ce nom car elle a été trouvée près du village de Dandra, en Argolide en Grèce, en mai 1960. L'archéologue suédois responsable de la découverte a dit que l'armure de Dandra est le plus ancien exemple de laiton martelé utilisé dans une armure corporelle. Les experts modernes sont d'accord avec lui et pensent que les panneaux de laiton qui composaient la combinaison ont environ 3500 ans. L'armure aurait été utile en ce sens qu'elle aurait fourni une protection raisonnablement adéquate pour les organes vitaux, mais elle aurait également été inconfortablement lourde. Le laiton seul est déjà assez lourd, mais les lanières de cuir qui les tenaient ensemble auraient rendu la combinaison encore plus lourde. Celui qui portait l'armure de Dandra aurait été couvert du cou au genou, mais il aurait probablement eu des difficultés à se déplacer sur le champ de bataille. Pétroglyphe du Canyon Crow. Se dressant dans le paysage accidenté du Nouveau-Mexique aux États-Unis, les pétroglyphes du Canyon Crow représentent l'une des collections les plus étendues d'art rupestre navajo dans le sud-ouest américain. Datant du XVIe au XVIIIe siècle, ces pétroglyphes offrent un aperçu du riche patrimoine culturel du peuple navajo. Située dans le district archéologique isolé du Canyon Crow, la zone détient une importance historique significative en tant que patrie traditionnelle des Navajos, avec leurs racines remontant jusqu'à 1100. Les gravures complexes trouvées principalement sur les murs sud et est du canyon dépeignent un éventail fascinant d'animaux, d'humains, de cultures, d'armes et de figures surnaturelles. Les chercheurs spéculent que ces pétroglyphes étaient probablement liés à des pratiques cérémonielles ressemblant aux peintures de sable cérémonielles Navajo. Parmi l'art Navajo, vous découvrirez également d'anciens arts rupestres pueblo ancestrales. Au-delà des pétroglyphes, le site présente d'anciennes ruines Navajo connues sous le nom de Pueblitos, construites au XVIe et XVIIe siècle. Ce sont plus que de simples reliques, elles sont des connexions entre les Navajos du passé et les Navajos du présent. Aujourd'hui, la tribu Navajo est la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, avec une communauté prospère de plus de 250 000 membres. Cité antique de Pinara. Nous allons en Turquie avec le site ancien de Pinara, un établissement qui a été construit au pied du mont Babada. Les personnes qui vivaient ici enterraient leurs morts dans des tombes en nids d'abeilles qui étaient taillées dans la face même de la falaise. Très peu de choses sont connues sur les personnes qui vivaient ici. La plupart de nos informations sur les résidents de Pinara proviennent des écrits de Ménécrites, un historien lycien qui a vécu il y a 2400 ans. Selon lui,
Pinara a été construite parce que la ville de Xanthos devenait dangereusement surpeuplée et donc certains de ses résidents devaient être envoyés ailleurs. Certaines sources disent qu'Alexandre le Grand a conquis Pinara en 334 avant Jésus-Christ, mais il y a une certaine controverse à propos de cette affirmation. Attaquer Pinara aurait sûrement été une perte de temps pour Alexandre, car elle était stratégiquement sans importance et existait dans un emplacement reculé difficile à atteindre. Certaines des inscriptions à l'intérieur des tombes de Pinara sont écrites en lycien, mais d'autres sont écrites en grec, donc les Grecs sont finalement venus ici, que ce soit sous la direction d'Alexandre ou non. Les gravures sur les roches dans et autour des tombes suggèrent que le culte phallique a pu se produire ici, mais cela ne peut pas être vérifié non plus. Tombe de Néfertiti. La tombe de Néfertiti, souvent désignée comme la chapelle Sixtine de l'Égypte, est renommée pour abriter certaines des peintures les mieux préservées d'Égypte. Cette tombe a été construite pour Néfertiti, la première des grandes épouses royales de Ramsès le Grand. Les peintures à l'intérieur de la tombe sont vibrantes et détaillées, fournissant une représentation claire de ce à quoi les tombes et les temples pourraient avoir ressemblé pendant l'Antiquité. La tombe de Néfertiti se distingue par son niveau extraordinaire de détail, surpassant d'autres tombes trouvées dans la vallée des rois ou la vallée des reines. Elle attire de nombreux visiteurs pour des raisons évidentes, mais ces visiteurs devraient être conscients que le coût pour entrer dans la tombe peut être élevé et le temps à l'intérieur est généralement limité à environ 10 minutes. Cela dit, les gardes sont généralement indulgents à propos de cette politique, surtout si vous êtes heureux de leur glisser un billet de banque ou quelques pièces pour les persuader de détourner le regard. Malgré le coût et la restriction de temps, l'opportunité de témoigner de l'art remarquable à l'intérieur de la tombe de Néfertiti en vaut bien la peine. Il n'y a pas de tombe en Égypte tout à fait comme elle. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.